Maman d'ici et d'ailleurs, bienvenue sur Mamelle, le podcast nourricier qui voyage au cœur de la maternité. Célébrer l'enfantement, honorer toutes les histoires de mères, de femmes, à la fois singulières et universelles. Explorer les mystères qui entourent la naissance des origines à aujourd'hui. Se reconnecter avec la nature pour renouer avec sa vraie nature. Voilà l'essence de Mamelle. Je m'appelle Marion et j'ai créé cet espace pour te faire connaître cette vision à la fois avant-gardiste tout autant qu'ancestrale de la maternité. Ici, tu voyageras à travers les témoignages de femmes, de mères, venues des quatre coins du monde, qui te transmettront leur histoire, mais aussi leurs us et coutumes afférentes à la maternité et à leur mode de vie. Mamelle se veut être un podcast qui renoue avec notre instinct primaire, primitif, animal, la femme sauvage qui sommeille en toi et qui reprend ses droits et sa place dans la nature et en connexion totale avec elle. Se nourrir, se ressourcer, accueillir ce qui y est pour révéler toute cette puissance intérieure que tu as en toi. Mamelle, c'est aussi une boutique artisanale où vous pouvez retrouver mes propres créations, des bougies de grossesse, des cartes d'affirmation positive, des coffrets de grossesse, de naissance ou encore sur le deuil périnatal. Vous pouvez les découvrir en allant sur mon site internet mamelle.fr. Mais ma mission première est de te proposer des épisodes authentiques dont le but est de nourrir, fortifier ta maternité par la curiosité. Ouvrir son regard sur la maternité, sa maternité, c'est se donner la liberté de penser sa maternité autrement, différemment, et d'être alors en capacité pleine et entière de créer sa propre maternité. Aujourd'hui, c'est Karine que je reçois dans mon espace. Karine m'a contactée il y a quelques mois pour me parler du livre qu'elle avait écrit. Elle me l'a envoyé. J'ai été extrêmement touchée par cet ouvrage qui est extrêmement précieux, fruit de ses nombreuses recherches sur le désir d'enfant, de ses accompagnements en tant qu'hypnothérapeute, le tout autour du sujet central qu'est la fertilité, l'infertilité. Cet ouvrage s'intitule Les chemins de la fertilité, des solutions par la PMA et l'hypnose préconceptionnelle. Vous l'aurez compris, je vous annonce un épisode extrêmement dense, riche en informations sourcées, scientifiques, que Karine a recensées dans cet ouvrage à travers des témoignages de vie, mais aussi de nombreux professionnels de santé. Ce livre est un support précieux pour comprendre les mécanismes inconscients qui se jouent dans l'infertilité et donne des solutions et pistes concrètes pour aider les parents en désir d'enfant. Karine vient à travers cet épisode et surtout à travers son ouvrage vous éclairer sur ce qui pourrait, dans certains cas, entraver la fertilité au-delà de l'aspect médical. Faire face à l'infertilité et la PMA autrement, c'est le message que Karine vous livre dans cet épisode. Belle écoute les mamas. Bonjour Karine. Bonjour Marion. Je suis ravie de t'avoir. Ça fait déjà un petit moment qu'on est en train de discuter et mon Dieu que je suis vraiment heureuse et touchée que tu m'aies contactée d'abord pour m'envoyer ce magnifique ouvrage que tu as écrit, que tu as conçu, Les chemins de la fertilité. Je mettrai de toute façon les informations en description de cet épisode. Mais d'ores et déjà, Karine, je voulais vraiment te dire que pour moi, c'est vraiment un outil extrêmement précieux que tu as produit là. C'est un indispensable et je viens de te le dire en off, mais c'est vraiment un indispensable pour moi que je vois, que je perçois à la fois entre les mains des mamans, des couples, parce que ça concerne aussi les couples, des familles, mais aussi entre les mains des professionnels, je le vois dans les cabinets. C'est un outil précieux que tu as produit là sur les solutions par la PMA et l'hypnose préconceptionnelle que tu vas en tout cas nous décrire au cours de cet échange, l'essence de cet ouvrage, pourquoi tu l'as écrit, pourquoi tu l'as conçu et quelle est la portée aussi que tu souhaites lui donner. Mais voilà, avant tout, je voulais vraiment te dire un énorme bravo et un énorme merci aussi. Parce que même si j'étais pas concernée directement par le sujet, la thématique de la PMA, j'ai énormément appris, vraiment. C'est un éveil que tu nous fournis là à travers des informations qui sont sourcées, des interviews avec des professionnels, les propres témoignages aussi de ton accompagnement en tant qu'hypnothérapeute. Et j'ai énormément appris et je pense que dans la société dans laquelle on est, où l'infertilité touche vraiment énormément de monde, je pense qu'on est toutes à connaître de près ou de loin des personnes qui sont touchées par l'infertilité. Eh bien, je pense que cet ouvrage nous permet vraiment de détricoter certains schémas inconscients, comme tu le décris aussi très bien. Et pour moi, c'est vraiment un bouquin dont on a vraiment besoin à l'heure d'aujourd'hui. Donc, merci pour ça. Et pour moi, c'est un vrai honneur de te laisser la parole aujourd'hui. Dans un premier temps,
Je vais te laisser te présenter brièvement et puis après on va aller dans l'essence vraiment de cette, magnifique réalisation et production que tu as fait là. Donc je te laisse te présenter Karine et je te dis encore merci du fond du cœur pour ce beau cadeau que tu m'as fait là. C'est un grand plaisir et je voudrais moi te remercier vraiment de l'avoir reçu, d'avoir accepté de le lire parce que voilà, je regarde vraiment ce que tu fais et j'entends des choses qui me parlent énormément. Je trouve qu'il y a beaucoup de profondeur dans ce que tu proposes, que tu reçois des femmes hyper inspirantes. Donc je suis très touchée d'être là et surtout que vraiment tu as fait l'effort de le lire parce qu'il est quand même dense, hein, ce livre, Ouais. et que tu as accepté qu'on puisse en parler aujourd'hui. Ton regard là-dessus, pour moi, est très précieux, donc merci. Merci Voilà, sinon Karine. pour me présenter en quelques mots, donc voilà, je suis Karine Delmas, je suis hypnothérapeute. J'exerce depuis plus de 17 ans en cabinet. Au départ, j'en reparlerai peut-être un peu tout à l'heure, j'étais sur des approches plutôt corporelles avec la Oui. réflexologie plantaire et puis les massages ayurvédiques. J'accompagne des adultes, j'accompagne aussi des enfants et des ados en hypnose et j'ai une spécialité périnatale. Donc je vais accompagner effectivement en préconception et en PMA avec l'hypnose préconceptionnelle que j'ai développée depuis Oui. de nombreuses années. Et puis j'accompagne aussi les femmes enceintes tout au long de la grossesse, les couples, et puis le postpartum jusqu'aux premières années de l'enfant, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux dans ces périodes de vie. Donc ça, c'est vraiment le cœur de mon métier, même si mon accompagnement en hypnose est beaucoup plus large. Mais c'est vraiment là où je m'éclate, quoi, hein, pour le Ouais, dire c'est ça. simplement. Ouais. Comment tu as été emmenée vers, ce chemin de l'hypnose justement? Est-ce que toi-même avant tu avais, été en tout cas happée par ce type d'accompagnement? Comment tu es «tombée» entre guillemets dans cette, thérapie-là? Alors, c'est un chemin avec beaucoup d'étapes. À Ouais, la base, moi, j'ai effectivement été patiente en hypnose sur certains moments de ma oui, vie. Ça m'a beaucoup plu de recevoir cet accompagnement-là et en même temps, je me disais: «Oh, moi, ça me plairait pas de faire ça. C'est trop statique», voilà. Moi, j'étais dans quelque chose de très corporel à ce moment-là et ça m'appelait pas plus que ça professionnellement. ouais, Et donc, moi, j'ai un parcours qui s'est fait vraiment par étapes, c'est-à-dire que au départ, j'étais photojournaliste, dans le cadre de ce métier-là que j'ai pratiqué pendant pas mal d'années, enfin ouais, quelques années, c'était il y a ouais, 8 vies déjà. ouais. J'ai eu l'occasion, d'accompagner une association qui s'appelait Ostéopathes et Enfants du Monde, qui existe toujours, Oui, d'accord. un reportage pour eux en Inde sur leur assaut, donc voilà, je découvrais l'Inde et leurs pratiques là-bas auprès d'enfants, de bébés. Et Ouais, ça a donné lieu à un reportage qui a permis de faire une expo pour faire rentrer des fonds pour l'asso. Et en fait, ça a été un vrai déclic. À ce moment-là, je bossais dans un journal, mais j'ai une mère ostéopathe, donc j'avais toujours été très sensibilisée à ces approches-là, et je m'étais toujours dit que un jour, peut-être plus tard, je serais thérapeute. Et le fait d'accord. de partir en accompagnant ces praticiens en mission, je suis rentrée en France. Dans la semaine qui a suivi, j'ai fait deux choses. Je me suis inscrite en formation pour faire donc de l'ayurveda, enfin des massages ayurvédiques et de la réflexologie plantaire pour changer de métier. Ouais, Et j'ai contacté tous mes vieux copains du collège pour qu'on crée nous-mêmes une association parce que j'avais passé énormément de temps avec les enfants indiens quand je faisais pas de photos. On ouais, avait fait beaucoup d'activités manuelles, artistiques, etc. Et donc on a créé une asso qui a existé pendant 16 ans et on accompagnait des gamins donc dans le sud de l'Inde, des bébés en pouponnière, des enfants, des ados, avec deux axes. Donc il y avait les soins d'une part, donc de la ouais. réflexion, il y avait des infirmières qui venaient, des ostéos, etc. Et puis une partie très artistique. On a tourné des clips, on a fait de l'art-thérapie. C'était Génial, ouais. en jeu, en deux mots. On a fait ça pendant 16 ans. Et donc moi, j'étais vraiment très au contact des enfants qui m'ont énormément touchée aussi de par leur résilience, malgré des histoires de vie absolument. Mmh, Il y avait ouais, cet élan puissant de vie qui était présent. Et j'ai été aussi très impactée par le travail qu'on a fait avec des tout petits en pouponnière. Les femmes accouchées venaient poser l'enfant et s'en allaient. Et mmh, donc là, c'était un peu l'équivalent des années, je pense, 50 ou 30 en ouais, France, la prise en mmh, charge des bébés. Donc ça m'a aussi vraiment amené à cheminer sur l'accompagnement périnatal, en fait, hein. Et puis du coup, petit à petit dans ma pratique professionnelle, j'ai développé des outils en réflexologie ou en ayurveda autour de la maternité, d'accord. progressivement, avec un peu l'idée aussi que ça allait me servir pour ma propre maternité. Ça commençait quand même à germer chez moi, le OK, désir d'enfant. ouais, Et puis effectivement, dans les années qui ont suivi, j'ai pratiqué pas mal avec des femmes enceintes, des femmes en postpartum. J'ai été enceinte
J'ai eu 2 enfants, 2 Ouais, filles, géniales, qui ont ouais, aujourd'hui 10 et 14 ans ouais. et autour de ce parcours, de maternité, j'ai vraiment contacté pas mal de choses. J'ai découvert, littéralement que quand on est enceinte, on se prend une espèce de vague de fond, une lame de fond de notre propre histoire infantile, notre propre histoire de bébé et à l'occasion de mes grossesses, j'ai été au contact de ça, très fort. D'accord. Ouais. Et ça m'a donné vraiment par la suite envie de creuser un peu plus ce sujet-là de la maternité psychique dont on m'avait littéralement jamais parlé. Non. J'ai OK. aussi évidemment été au contact d'un certain nombre de problématiques, là pour le coup, médicales. Ma deuxième grossesse a été très complexe, avec un parcours médical, avec des échographies tous les 15 jours, une amniosynthèse, des D'accord. gros enjeux un peu de Ouais, pied de nez je finalement pour ce vois. Mmh. bébé, mais qui étaient liés à des négligences médicales ou à des erreurs. Donc ce bébé allait très bien, Mmh mais mh. pendant 8 mois, on ne savait pas. Et Oh. donc, à ce moment-là, on faisait de l'aptonomie avec mon conjoint. Et moi, j'étais très connectée à mes bébés pendant les grossesses. Ouais. Et j'ai vraiment décidé, au cours de cette deuxième grossesse en particulier, de dire, OK, je suis maman, ce bébé est là, je ne sais pas quel va être son chemin, mais par contre, je vais l'accompagner. Je vais Mmh. l'accompagner quoi qu'il arrive. Et effectivement, elle est arrivée à terme plus 4, hein, voilà, le Ouais. jour de mon anniversaire. Ah! Heu, Ah! Magnifique! Ouais. super beau et elle allait super bien et Ouais. je me dis que si j'avais pas fait ça, d'accrocher les wagons tout de Mais suite dès le début de la grossesse, j'aurais pas eu le même bébé non. et donc c'est quelque chose qui m'a vraiment, fait percuter sur cette nécessité d'accompagner les femmes, dans toute cette période périnatale, aussi sur cette connexion profonde avec leur Ouais. bébé, quoi qu'elles vivent et quoi qu'elles ressentent. Et Mmh. du coup, j'étais hyper frustrée parce qu'il me manquait des outils professionnels. C'est-à-dire que, moi, dès le début, en fait, de ma pratique, je pressentais beaucoup de choses, je tirais beaucoup de fils, mais j'avais pas la possibilité de transformer finalement les choses. Et puis de fil en aiguille, je suis tombée sur des bouquins, qui m'ont amenée vers, la méthode hypnonatale de Lise Bartoli. Oui. Donc j'ai décidé de me former à l'hypnose par ce biais-là, mais un peu Avec Lise? avec Lise, voilà, et j'y suis D'accord, allée je un l'ai peu interviewée aussi, ah d'accord. oui, bah oui, elle est Oui. super et j'y Ouais. suis allée un peu en dilettante quoi, en mode, Ouais. «On verra bien» et alors là, ça a été juste une révélation. Bah oui. C'est-à-dire que là, ça m'a attrapée et l'hypnose vraiment, j'ai plus jamais lâché l'hypnose. Donc j'ai refait d'autres formations par la suite Ouais. et j'ai tout de suite plongé et à l'heure actuelle, l'hypnose, c'est 90 de ma pratique en cabinet. Je fais toujours un petit peu de réflexologie, Ouais. un petit peu de massage de temps en temps, mais ça a pris vraiment toute la place parce que c'est une révélation pour moi littéralement, quoi. Et là, j'avais enfin l'outil pour pouvoir aller déverrouiller des choses là où Ouais. je sentais que ça coinçait et où j'étais complètement impuissante. Donc ça a complètement changé ma façon de pratiquer et c'est aussi là que ça a donné naissance à cette approche que j'ai construite autour de la fertilité. Alors, tu parlais, je te la pose tout de suite la question Karine, parce que c'est vrai que tout à l'heure tu l'as dit, l'hypnose préconceptionnelle, c'est une notion que tu as, toi, en tout cas, créée ou c'est quelque chose Oui, qui voilà. existait avant? Non, ça n'existait pas. Alors, il y a Voilà. des hypnothérapeutes qui travaillent hein, en préconception, bien évidemment, avec leur propre façon de faire. Mais j'ai développé en fait une approche qui vraiment est extrêmement spécifique, qui va s'adresser à la fois à des personnes qui sont simplement en questionnement sur leur désir d'enfant, qui ont envie de se préparer pour Ouais. être prêtes à avoir ce bébé ou qui sont un peu dans le doute, dans l'hésitation. Ça va s'adresser à des personnes qui sont confrontées à une difficulté de conception, pas forcément médicalisée, hein, qui Oui. sont dans ce constat-là, et puis à des personnes qui sont vraiment en parcours d'AMP. Alors je vais aussi faire une précision, c'est que aujourd'hui enfin, on utilise le terme de PMA parce que c'est dans Mmh. le langage courant, mais en réalité on devrait dire AMP pour assistance médicale à la procréation. Mmh. C'est passé dans les textes de loi, mais je Ouais. continue à dire PMA parce que c'est plus compréhensible. Oui. Mais voilà, donc cette technique, je l'ai vraiment développée pour ces femmes et ces couples qui sont en difficulté pour devenir parents. Et j'ai vraiment mis en place, entre guillemets, une forme de méthodologie vraiment que je développe dans le livre Ouais. sur comment accompagner sur différents plans les difficultés de conception et l'infertilité. Alors l'infertilité justement, c'est le thème principal, de cet ouvrage. Comment toi, tu as décidé en tout cas de, produire cet ouvrage? Quelle est l'essence? Quelle a été ta motivation première? Peut-être à travers un constat, au sein de ton cabinet? Alors effectivement, il s'est passé quelque chose d'assez étonnant dans mon
parcours professionnel, je te parlais de mes débuts en réflexologie. Ma première année de pratique en réflexo, je reçois une dizaine de femmes, parmi d'autres personnes qui viennent consulter, qui n'arrivent pas à faire d'enfants. Ouais. Et puis, je leur fais le massage et je discute avec elles. Et puis, je commence à tirer des fils. Moi, j'ai toujours un peu Ouais. fait le parallèle entre mon travail, une forme d'enquête, hein. J'écris du polar aussi à côté. Ouais. Voilà. Ouais. Et donc, je tire des fils et je cherche un petit peu les causes sous-jacentes. Et du coup, avec beaucoup d'échanges avec ces femmes-là, on met le doigt sur un certain nombre de choses. Il y a des prises de conscience, il y a des choses qui bougent. Et au bout de 2-3 mois d'accompagnement, il y en a 7 sur les 10 qui sont enceintes. Et là, je Waouh. tombe des nues. Et dans un premier temps, je me dis, tiens, c'est marrant, j'aurais jamais imaginé œuvrer autour de ce genre de problématique. Ça me tombe Ouais. un peu dessus. Et au départ, je me suis surtout dit, bah, peut-être que c'est parce que c'est quelque chose que je vais vivre moi-même. Enfin, je ne comprends pas Mmh. trop finalement pourquoi je vis ça. Et finalement, ça ne m'est pas arrivé. L'infertilité, il y a eu bien d'autres problématiques autour Ouais. des enjeux gynéco, etc. dans ma vie, mais il n'y a pas eu ça. Mais par contre, c'est vraiment quelque chose qui me touche très profondément. C'est-à-dire que moi, je sais que si j'avais pas pu avoir d'enfant, ça aurait littéralement été le drame de ma vie. Mmh. Et du coup, je pense que j'ai commencé à œuvrer auprès de ces personnes-là à l'endroit vraiment d'une forme d'empathie très profonde et de Ouais. compréhension très profonde de ce qu'elles vivent. Et avec ce désir de pouvoir apporter des petites pierres à l'édifice ou de tendre une main en espérant que ça puisse aider. Et il se trouve qu'au fil des années, il y a eu énormément de bébés qui sont arrivés. Alors encore une fois, je ne veux surtout pas vendre du rêve en disant que l'hypnose Oui. préconceptionnelle, c'est du miracle et Oui. que venez me voir, vous allez faire des bébés. Pas du tout, c'est loin de moi cette prétention. Je l'envisage comme vraiment comme un outil complémentaire à la médecine de la reproduction Ouais. ou à d'autres approches qui Mmh. peuvent être médicales ou non médicales, Oui. mais quelque chose qui va venir soutenir et étayer ce processus du devenir parent avec un éclairage vraiment sur l'inconscient et les enjeux profonds. Et pour moi, ça a du sens, et c'est ce qui fait que ça a pris de plus en plus de place dans ma pratique. Et ce livre, il a germé au départ de retours que j'ai eu de plusieurs femmes qui m'ont dit, mais si je vous avais connu avant, j'aurais gagné des années pour être maman. Mmh. Pourquoi vous n'en parlez pas? Pourquoi personne parle de l'hypnose dans la PMA? C'est vrai. J'ai accueilli, ça a Ouais. fait son petit chemin et c'est tout. Et puis un jour, je parle de ça avec mon conjoint et il me dit, mais toi, t'écris depuis toujours, écris. C'est la meilleure chose à faire pour en parler. Et bien que Ouais. cela ne tienne, Ouais. allons-y gaiement. Et là, je me Ouais. suis mise à écrire et effectivement, j'ai plongé et ça a duré 2 ans et demi. Et 2 donc ans et là, demi. ça a été un travail donc effectivement très long Ouais. parce qu'en travaillant et en étant maman, pour écrire un livre, bah, ça demande de négocier avec son emploi du temps. Donc ça s'est étalé sur une période assez longue, avec des phases de travail très intenses Mmh. et puis des phases où, bah, je j'écrivais pas parce que pas le Ouais. temps et avec le désir vraiment de creuser vraiment ce sujet pour essayer de faire quelque chose qui, pour moi, avait du sens sur plusieurs plans. Mais c'est ça en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il est très sourcé, il s'adresse vraiment à tout le monde parce que peut-être que tu vas pouvoir aussi nous décrire comment tu l'as conçu. Certes, il se divise en plusieurs, thématiques, mais aussi il est nourri par les propres témoignages des mamans que tu as pu recevoir, au fil de tes accompagnements, mais aussi des interviews, avec des intervenants aussi, professionnels. Peut-être que tu peux nous en parler. Tu l'as construit aussi en menant et en côtoyant aussi, divers professionnels dont les extraits que tu partages et les interventions sont extrêmement riches aussi et permettent aussi une approche scientifique sourcée, de l'information que tu proposes à travers ton livre. Voilà, effectivement, ce que tu dis, ça a été un petit peu le fil rouge. C'est-à-dire que Mmh. j'avais pas uniquement envie de témoigner de ma petite pratique à moi en Ouais, cabinet, parce que je trouve que c'est réducteur et moi j'ai toujours travaillé en collaboration. C'est vraiment très important pour moi. J'estime que en tant que thérapeute, en tant que praticien, on n'est pas tout puissant. On a un peu voilà nos outils à nous, mais on a aussi des limites. mmh, Parfois nos outils conviennent pas à certaines personnes, parfois c'est nous en tant que thérapeute qui ne convenons pas. Ou parfois il y a besoin d'une prise en charge simplement sur d'autres plans. Et du coup, moi j'ai toujours travaillé en réseau avec tout un tas de professionnels, des médecins, des sages-femmes, des ostéos, des ouais. kinés, des infirmières, voilà, des psys beaucoup, voilà. Et j'avais envie aussi que le livre soit un peu le reflet de ça, parce que
c'est un peu ce que je raconte en fait dans cet ouvrage, c'est que l'infertilité, c'est multifactoriel. Mmh. Il y a des causes qui sont endocrines, médicales, pures et dures. Il va y avoir des causes environnementales, il va y avoir des causes liées à l'âge aussi, et ça c'est la problématique majeure aujourd'hui, peut-être par manque justement d'information. Et Ouais. puis il y a tous les enjeux émotionnels, inconscients, qui peuvent être très très variés. Et dans cet accompagnement-là, tout le monde a des choses à apporter. Et j'estime que pour la plupart des personnes qui consultent, il y a des vraies problématiques médicales. Et sans la PMA, c'est très Mmh. compliqué d'avoir un bébé. Pour d'autres, on est sur des infertilités inexpliquées. La PMA va aider ou bien pas, mais ils ont Ouais. besoin d'aller sur d'autres enjeux plus profonds. Parfois, c'est un accompagnement en ostéo qui va débloquer des choses dans le corps et qui va favoriser la fertilité. Parfois, c'est une psychothérapie, etc., une prise en charge alimentaire. Et donc, je voulais que le livre soit aussi le reflet de différents aspects. Je considère qu'on ne peut pas morceler quelqu'un. C'est Mmh. vraiment l'idée d'une approche holistique. On a le corps, mais on ne fait pas un bébé, même quand on fait un bébé naturellement, uniquement avec son appareil reproducteur. Bah, oui. On fait un bébé avec l'être tout entier. Oui. L'être tout entier, ça va être notre cœur, nos émotions, Mmh. c'est ce qu'on a, comme dirait justement un de mes collègues dans le conseil Mmh. d'administration, là-haut, au niveau du mental. Mmh. Et puis c'est aussi avec tout notre vécu, toute notre histoire, tout notre bagage personnel Bien et sûr. transgénération. Et du coup, à ce titre, dans ce livre, j'avais vraiment à cœur d'interviewer à la fois des médecins de la reproduction, Mmh. qui amènent vraiment des éclairages médicaux, des éclairages précis, scientifiques. En parallèle, comme tu l'as dit, je suis allée chercher beaucoup de sources, des Mmh. articles scientifiques, des études, pas mal de bibliographie, parce que je voulais qu'il y ait un socle aussi pour faire Bah, un oui. état des lieux de l'infertilité dans tout son spectre. Enfin, en tout cas, à l'instant T et dans ce que Mmh. moi j'avais envie de creuser. Et puis après, il y a toute la partie justement de l'accompagnement autre de l'infertilité, avec donc là, on a un éclairage par une journaliste qui est spécialisée en PMA, par un ostéo qui va expliquer ce qui se joue aussi dans le corps. Il y a des hypnothérapeutes, il y a des Oui. psychothérapeutes. Voilà, il y a vraiment un panel de professionnels avec aussi, et c'était important pour moi, des témoignages de responsables d'associations qui œuvrent auprès des personnes qui sont en PMA. Donc il y a les Cigognes de l'Espoir, Ma PMA et moi, pour ne citer que, Ouais. qui ont vraiment apporté aussi leur expérience sur le terrain, ce qu'ils récoltent aussi du vécu des personnes qui sont dans des parcours parfois très longs, parfois en France, parfois à l'étranger. Voilà, et donc je voulais donner cette parole un peu chorale à différents professionnels parce que je considère qu'on est tous complémentaires et que nous, tout seuls dans notre coin, on ne fera pas grand-chose, quoi. Donc, Exactement. Mmh. donc c'était cette idée-là pour ouvrir des fenêtres sur d'autres choses. Ouais, c'est une vision pluridisciplinaire effectivement et est-ce que tu pourrais nous dire aujourd'hui comment est perçue, l'hypnose justement à travers, peut-être les milieux, professionnels qui œuvrent dans la PMA d'un point de vue médical? Quelle est eux leur vision majoritaire, de l'hypnose? Est-ce qu'ils sont réticents ou est-ce que c'est une question de moyens, qu'ils peuvent pas les prendre en compte dans les centres ou les proposer ou que sais-je? Alors, il y a probablement différentes choses à dire autour de ça. J'ai pas non plus Ouais, toutes les réponses, mais il y a déjà, je pense, une question de moyens qui est évidente parce que dans oui, la santé aujourd'hui, on le sait, et bien en sûr, particulier dans tout ce qui touche à la périnatalité, c'est compliqué malheureusement. financièrement. Donc, Mmh, depuis quelques années, il y a des psychologues ou des psychiatres qui sont oui, entrés en centre de PMA. Ça, mmh, c'est déjà une avancée. oui, On est encore très loin, je pense, de faire entrer des hypnothérapeutes en centre de mmh, PMA. Je pense que il y a certains médecins qui sont ouverts à ces approches-là, et j'ai des retours aujourd'hui de médecins qui tombent sur le bouquin bah, oui, et qui sont interpellés par l'approche, qui n'y avaient pas forcément pensé en amont pour certains, mais qui néanmoins sont ouverts à la question. Je ouais, pense que pour d'autres, c'est plus compliqué peut-être. mmh, Mais en tout cas, je sens quand même une ouverture autour de ça. Ce qui me touche aussi beaucoup, c'est que je reçois de plus en plus de femmes médecins, elles-mêmes en PMA, qui viennent me consulter et qui me disent que justement le livre leur a permis d'ouvrir un champ de réflexion autour de dimensions beaucoup plus profondes en elles mmh, que simplement l'enjeu du corps. Et ça me touche énormément de voir qu'il y a quand même une ouverture vraiment un qui se élan, fait autour de ouais. ça. Et ça, c'est formidable. Donc, il n'y a pas d'hypnose en centre de PMA, c'est dommage. Et moi,
je milite beaucoup pour la complémentarité entre la médecine allopathique et les approches Bien complémentaires. Je sûr. pense qu'on viendrait vraiment se porter mutuellement. Il y a encore du travail à faire autour de ça et j'espère que petit à petit, ça s'ouvrira de plus en plus parce Mmh. que c'est pour le bien des personnes qui sont dans ces parcours-là. Puis je pense qu'effectivement, pour aussi qu'il y ait un dialogue qui soit, fait entre effectivement ces professionnels-là et puis, les thérapeutes aussi comme toi en hypnothérapie. Effectivement, je pense encore une fois, je reviens sur ce livre, que tu as écrit, mais je pense que c'est un vrai lien, un vrai vecteur, en fait. Si les gens prenaient le temps vraiment de le lire en profondeur, heu, au vu des sources et tout ce que tu transmets en connaissances, effectivement, je ne suis pas étonnée de savoir qu'il y a des médecins qui sont touchés, en fait, par ce que tu décris là et on ne peut pas passer à côté et effectivement, je comprends que ça soit difficile, en tout cas, de aujourd'hui, au vu des moyens et du concept actuel, de voir, l'hypnothérapie arriver dans les centres de PMA. Mais effectivement, il y a déjà les psychologues et ne serait-ce qu'avoir une brochure, dans les salles d'attente, c'est pas grand-chose, mais en même temps, ça éveille aussi la curiosité, ça amène un autre outil, pour ces personnes, pour ces femmes et pour ces couples qui sont dans l'attente et effectivement, tout à l'heure, tu parlais de l'âge et ça m'interpelle parce que est-ce que tu penses que cette question de l'âge aussi, dans, le cadre de l'infertilité, ce n'est pas le fait aussi qu'on propose pas d'autres outils et d'autres types d'accompagnement à ces personnes qui attendent, des années, désespérément en fait, d'avoir, une solution dans les mains, de la médicalisation alors qu'effectivement, pour certains cas, encore une fois, je ne généralise pas, mais ça pourrait être une solution entre, les mains de l'hypnothérapie par exemple et de fait, ils attendent des années. Et puis arrive la barrière de l'âge et c'est quasiment la fin pour eux. Est-ce que tu penses qu'il y a aussi, à un moment donné, un changement de regard à opérer dans le process médical et donner aussi la possibilité à avoir d'autres accompagnements? Ça, ce serait effectivement, dans un monde idéal, quelque Bah chose oui, de fabuleux, de pouvoir, ouvrir de façon très globale la réflexion autour d'une approche vraiment, complète de la notion d'infertilité, le corps, les dysfonctionnements physiologiques, biologiques, pathologiques et puis la dimension psychique. On en est encore très loin en ouais. France, Mmh. mais effectivement, malheureusement, souvent, je vois quand même arriver des personnes en cabinet, vraiment pas en fin de parcours, mais en tout cas dans un parcours qui a déjà été très long, qui a été très traumatique, et qui viennent un peu là en désespoir de cause, ne sachant plus trop vers quoi se tourner. Ce qui me fait plaisir, c'est de voir que quand même, de temps en temps, ça reste encore, minime, mais ça arrive de temps en temps, je reçois des jeunes femmes, pour l'instant c'est quoi? 2-3 par an, qui Ouais. viennent me voir en me disant: «Voilà, je suis pas du tout dans un projet bébé, mais je me dis que j'ai peut-être des choses à libérer en moi avant d'être maman». Et Mmh. je trouve ça absolument génial. Alors c'est une Oui. démarche que j'avais eue à titre personnel. J'avais beaucoup travaillé sur moi en me Ouais. disant: «Je mettrai sur les épaules de mes enfants un sac à dos un peu moins lourd si je Bah fais le oui. boulot en amont». Mmh. Donc j'ai balayé devant ma porte, mais Oui, je crois qu'on devrait presque toutes faire ça en tant mais que tellement. Oui, je maman, future confirme. maman. Et donc, de temps en temps, voilà, j'ai des jeunes femmes qui viennent avec cette idée de les aider à processer autour de ce potentiel projet de bébé pour faire un peu de place. Voilà. Et puis, j'ai aussi parfois, de temps en temps, des personnes qui arrivent, qui vont potentiellement entamer dans quelques mois un parcours de PMA si ça ne se débloque pas naturellement et qui, du coup, viennent essayer l'hypnose pour tenter de booster un petit peu leurs chances de concevoir naturellement avant d'entrer dans le Ouais. parcours. Donc il y a tous les cas de figure possibles, mais je crois qu'effectivement, à partir du moment où tout d'un coup on prend en compte la globalité de l'être dans ce processus de procréation, il y a plus de réussite. Ça, c'est aujourd'hui C'est en tout cas évident. un Mmh. constat que je fais depuis Bien très sûr. longtemps. Alors l'hypnose préconceptionnelle, Karine, elle est dédiée, uniquement au chemin d'infertilité justement? Ou est-ce que ça englobe, comme tu viens de le dire, ce point de départ à partir du moment où on a ce désir d'enfant? Voilà, ça englobe effectivement ça. C'est ça, C'est-à-dire donc on que est en 2 là. C'est pour ça que je dis que voilà. ça s'adresse vraiment à tout le monde aussi. Exactement. En fait, si tu veux, l'idée, c'est que dans le processus psychique périnatal, on va avoir
tout un tas d'éléments intérieurs qui vont se réveiller. Il y a beaucoup d'enjeux de notre propre histoire, de bébé, de naissance, d'enfance qui sont actifs, le rapport à nos parents, les enjeux transgénérationnels, les croyances qu'on a pu intégrer, nos propres peurs, les éléments auxquels on a pu assister. Il y a plein de choses qui entrent en compte sur le est-ce que oui ou non j'ai envie d'avoir un bébé? Est-ce que oui ou non je m'en sens capable? Et est-ce que j'ai des peurs ou des freins conscients autour de ça? Ou peut-être des choses beaucoup plus souterraines. Et il y a quelque temps, une femme m'a contactée après avoir lu le livre justement en me disant qu'une des phrases qui l'avait interpellée, alors je ne sais plus exactement comment je l'ai formulée dans le livre, mais en gros, c'est quand j'explique que chez la plupart des gens que j'ai accompagnés autour d'une problématique de fertilité, il y a un désir d'enfant extrêmement fort qui s'exprime, mais il peut y avoir une peur inconsciente souterraine encore voire enfin aussi voire encore plus forte que le désir et que c'est parfois dans cette espèce d'ambivalence qui est pas du tout à la conscience hein, que il va y avoir quelque chose à libérer parce que je peux désirer plus que tout être maman. J'ai même eu des femmes qui m'ont dit si je deviens pas mère, je préfère mourir. Mmh. Ça vient toucher à quelque chose d'extrêmement profond. Et en même temps, si j'ai dans ma propre histoire un parcours vraiment traumatique autour de la question du rapport de l'enfant que avec l'enfant que j'ai été ou avec ma propre mère, ou si j'ai vécu des abus et des traumas, je peux avoir une peur extrêmement forte de mettre un enfant au monde. Soit Mmh. par peur de reproduire un schéma, soit par peur que cet enfant-là vive des choses que j'ai moi-même vécues, ou de ne pas être en capacité de lui donner ce que je n'ai pas reçu, par exemple. Et ça, c'est très souterrain. Il y a des femmes qui en ont conscience, mais d'autres pas du tout. Et quand c'est souterrain, c'est extrêmement agissant. Et Mmh. donc, moi, mon travail, c'est de mettre le doigt sur ces endroits où ça achoppe pour pouvoir libérer justement ces nœuds qui peuvent être là, alors qu'on peut avoir un désir d'enfant extrêmement fort. Et je pense qu'à partir du moment où on accepte l'idée que dans la maternité en général, et c'est pour ça qu'effectivement le livre s'adresse, je pense, à même aux personnes qui ont déjà eu des enfants Ah, totalement. ou qui sont Mmh. dedans, voilà, à quel endroit il y a une forme d'ambivalence. Et l'ambivalence, elle est normale dans le Mmh. processus natal. Il y a cette notion de transparence psychique dont très peu de gens parlent, à part les professionnels de la maternologie, par exemple. Mais c'est vrai que même dans un parcours médical, pendant une grossesse ou après, on parle quasiment jamais aux femmes et aux hommes aussi, parce que Mmh. moi j'inclus beaucoup les hommes hein, Oui. dans mon approche. On leur parle très peu de la transparence psychique, c'est-à-dire cet état dans lequel, dès lors qu'on est dans un processus de maternité, il va y avoir tout d'un coup beaucoup moins de limites, pour le dire très schématiquement, entre notre inconscient et notre conscient. C'est-à-dire que tous nos conflits irrésolus, tous nos conflits infantiles, tous nos traumas qui sont sous le tapis, tout d'un coup, il y a comme un voile qui se lève et ça remonte à la surface. Et c'est ça qui peut, dans certains cas, déclencher des angoisses très fortes pendant la Ouais. grossesse, des problématiques psychiques en postpartum, etc. Et ça, cette notion de transparence psychique que Monique Bidlowski a développée, qui est une psychiatre, une éminente Mmh. psychiatre qui a fait beaucoup pour la périnatalité, c'est une notion qui, je trouve, est très déculpabilisante aussi. Moi, j'anime beaucoup d'ateliers en maternité depuis des années, bénévolement, pour sensibiliser les femmes à l'hypnose pré- et postnatale, parce qu'on connaît Ouais. mal tout ce qu'on peut faire en hypnose pendant et après une grossesse, au-delà de la préparation classique à l'accouchement, sur le plan Ouais. psychique, on peut faire beaucoup d'autres choses. Et je leur explique qu'en fait, l'ambivalence est normale. Le fait de vouloir et de ne pas vouloir en même temps, d'avoir Ouais. envie, de ne pas avoir envie, d'aimer être enceinte, puis de détester ça, Mmh. d'aimer son bébé, puis d'avoir peur de ne pas l'aimer, enfin, c'est normal. Et qu'en même temps, on était complètement aux prises avec nos enjeux profonds liés à notre propre histoire. Et Mmh. ça, une fois qu'on l'a compris, ben, on a des leviers pour agir dessus. Et puis surtout, ça peut. Moi, je vois des femmes qui pleurent de soulagement de Mmh. savoir qu'en fait, elles sont normales et qu'elles Mais vont oui. pas être des mauvaises mères ou des mauvaises personnes, qu'elles sont juste habitées un peu par, entre guillemets, ces zones d'ombre intérieures qui sont chez tout le monde, mais qui sont extrêmement fortes en période périnatale. Donc c'est aussi ça que le livre raconte, Mmh. et ça c'est déjà présent en préconception. Parce que bien évidemment, si j'ai subi un abus sexuel dans l'enfance, Mmh. ou si j'ai été abandonnée ou eu un sentiment d'abandon à travers les relations familiales, Mmh. je peux développer inconsciemment en fait une très grande appréhension à avoir un enfant, même si je souhaite ça plus que tout. Et moi, c'est là-dessus que je travaille. En fait, je suis pas du tout
dans l'idée, vous savez, enfin, tu sais, on entend beaucoup de femmes qui vont nous dire, oui, on m'a dit d'arrêter d'y penser, que ça irait mieux, que pour faire un bébé, il fallait lâcher prise. En réalité, il y a des enjeux profonds, mais le Bien lâcher sûr. prise n'a rien à voir dans tout ça Non. et arrêter d'y penser, c'est juste pas possible. Mais par contre, on peut accepter, je pense, d'aller interroger un peu nos zones d'ombre sans pour autant culpabiliser les femmes Non. ou les couples d'avoir du mal à faire un bébé. L'inconscient, c'est un allié et l'inconscient, il va toujours tout faire pour nous protéger. C'est un petit peu ce que racontait Jessica, que tu as interviewée Ouais. récemment, Mmh. qui parle très très bien justement des enjeux de l'inconscient. Ouais. C'est un peu cette idée que si, euh, comment dire, il y a quelque chose qui peut être fragilisant pour Mmh. nous, l'inconscient va nous en protéger. Mmh. Si j'ai failli mourir à la naissance, ou que ma mère a failli mourir en couche, Mmh. et que moi j'ai un désir d'enfant très fort, mais que émotionnellement, ça risque de me renvoyer à des choses tellement douloureuses inconsciemment, alors mon inconscient, qui agit énormément sur notre corps, il va dire bah, le mieux c'est de ne pas faire de bébé. Mmh. Si j'ai vécu dans le schéma parental des violences familiales très fortes, euh, je peux avoir très peur malgré moi, et peut-être que j'en suis même pas consciente, Non. que ce Mmh. schéma se reproduise dans mon couple actuel si j'ai un enfant. Donc l'inconscient va dire ouh là là c'est dangereux, il vaut mieux pas faire de bébé. Mmh. Et donc en fait l'idée c'est d'aller mettre le doigt, donc cette fameuse petite enquête dont je Ouais. parlais tout à l'heure, Ouais. un petit peu sur ces endroits d'achoppement pour pouvoir grâce à l'hypnose libérer ces éléments-là. Est-ce que c'est vraiment aussi ce qu'on entend, sur la mémoire cellulaire, l'épigénétique? Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même des recherches qui sont actées. On avance aussi, vraiment là-dessus, j'ai envie de dire, pour, les personnes qui seraient un petit peu sceptiques à cette approche-là. Et maintenant, c'est vraiment acté. Ce que tu dis là, pour moi, c'est vraiment important parce que ça questionne vraiment la question de: «Pourquoi je fais un enfant?» Et sur ce désir réel, en fait, de donner la vie. Et en fait, l'approche que tu as dans ce livre, moi, ça me touche beaucoup au-delà du parcours PMA parce que j'aimerais tellement voir ce monde idéal, en fait, où toutes les femmes et tous les couples qui, sautent le pas, d'avoir cet élan et cette volonté, d'aller, donner la vie, qu'ils aillent aussi eux-mêmes questionner leur propre naissance et tout simplement pour eux, parce que je pense que tu le sais très bien, c'est extrêmement libérateur, mais aussi pour les enfants, l'enfant à naître. Et c'est là aussi, où je souhaite en venir, c'est ce tu l'abordes aussi dans ton livre, c'est que, on parle aussi et c'est une nécessité, de l'enfant qui est né d'une PMA. Alors c'est pas, des conséquences qui sont forcément lourdes ou négatives, ce que je veux dire là, mais c'est important aussi de l'enfant qui va naître, d'un certain parcours, qui sache aussi, le contexte, que la maman aussi, le couple a vécu. Je pense qu'on n'a peut-être pas forcément encore, comme tu le dis très bien, de recul là-dessus, mais l'importance, elle est là aussi sur, la lumière que l'on doit mettre aussi sur ces enfants qui sont nés à la suite d'un tel parcours. Effectivement, là, tu abordes un sujet qui, moi, me tenait énormément à Mmh. cœur. Alors, je vais déjà te répondre sur la question de l'épigénétique. Oui, Effectivement, moi, j'ai eu besoin d'aller étayer mon propos à travers des recherches scientifiques qui ont été menées sur la question de la transmission du trauma de oui, façon évidemment inconsciente, mais aussi dans la question de l'épigénétique. Et donc ouais, ça fait partie des choses que j'ai mises en avant parce que ça me paraît très important de montrer qu'en fait, un trauma familial transgénérationnel qui concerne l'inconscient collectif ou l'inconscient familial peut avoir des répercussions sur la capacité à concevoir d'une femme, et on l'a vu après des événements tels que le 11 septembre, bien etc. sûr. Mmh. Voilà, donc ça c'est aujourd'hui démontré Oui, scientifiquement il y a des nombreux chercheurs qui se sont penchés là-dessus. Le trauma impacte les descendants. Ça c'est une première chose. Pour la question des enfants à naître d'une PMA, je suis hyper touchée parce que j'ai beaucoup de retours de gens qui, après avoir lu le livre, me disent ça m'a fait un bien fou de lire ce chapitre sur les enfants que j'ai mis à mmh, la fin. oui, Parce que ce qui me frappe énormément depuis maintenant bientôt 17 ans que j'exerce, c'est que sur des centaines de personnes que j'ai accompagnées autour de leur désir d'enfant ou d'un parcours de PMA, je pense qu'il y en a vraiment quelques-uns seulement, quelques-unes seulement, qui ont abordé la question de l'enfant à naître. C'est-à-dire que dans un parcours avec un désir d'enfant très très fort,
l'enfant, en tant que sujet, peut être absent du Mais oui. processus psychique. Il Mmh. y a vraiment la question du désir parental qui est très fort. Attention, il y a des gens qui vont effectivement s'intéresser et se sentir très Oui. concernés et inquiets sur qu'est-ce que ça va impliquer pour le bébé, l'enfant, etc. Mais il y a aussi des moments où c'est absent de la réflexion. Et effectivement, aujourd'hui, on n'a qu'une quarantaine d'années de recul sur les premières FIV, Oui. etc. Donc c'est peu, c'est court à l'échelle du temps, mais bon, voilà, on parle de la santé des enfants nés d'une AMP, etc. Voilà. Mmh. Mais il y a la question de la filiation. La question Mais de la oui. filiation, c'est une question centrale. Et moi, je me suis rapprochée de l'association PM Anonyme, qui est une association qui œuvre depuis longtemps, justement autour de la recherche de l'origine Mmh. pour les enfants issus d'une PMA. C'est seulement en 2021, quand la loi a changé, qu'on a rendu obligatoire la divulgation de l'identité Oui. des donneurs à Mmh. la majorité de l'enfant. Et ça, c'est une très grande avancée. Parce Tellement. que les enfants qui naissent dans un couple, quand bien même il y a eu un donneur de sperme ou un don d'ovocytes, leurs parents, ce sont les parents qui les ont mis au monde. Et donc, ce Mmh. sont des enfants qui ne vont pas chercher d'autres Mmh. parents. On n'est pas dans cette quête-là. Mais on a tous besoin, pour savoir où on en est, savoir où on va, de savoir d'où on vient. Oui. Et on est dans quelque chose qui a été longtemps très problématique, qui a toujours eu un énorme secret autour de la Mmh. conception. De toute façon, dans les secrets de famille, il y a de la sexualité et il y a la question des origines. On est vraiment là-dedans. À qui est cet enfant? Mmh. Et donc, c'est quelque chose qui va énormément impacter l'adulte en devenir si on fait un secret autour de la question de ses origines. Et c'est pour ça que j'ai notamment interviewé aussi Marianne Costa, qui travaille beaucoup dans tout ce qui est transmission transgénérationnelle. Je voulais donner un éclairage là-dessus. Et ce que j'ai surtout toujours envie de dire aux parents, c'est que contrairement à une adoption, où là, il y a un parcours traumatique en amont, l'enfant a Oui. été adopté, peut-être désaimé, en tout cas coupé de ses origines par la volonté du parent dans certains cas, Oui. où là on est sur du trauma. Dans un parcours de PMA, quand bien même c'est un double don ou un accueil d'embryon avec des gènes qui ne sont pas ceux des parents, Mmh. on va être sur un amour profond qui va venir porter ce processus de naissance. Et c'est à travers ça que l'histoire peut être racontée à l'enfant. C'est parce qu'il y a ce désir, parce qu'il y a cet amour que tu es venu au monde de cette manière-là, parce qu'on t'a tellement désiré qu'on est passé par là. Mmh. Et du coup, aujourd'hui, maintenant, la médecine va, entre guillemets, la loi vont obliger finalement Oui. l'identité. Mais si, malgré tout, les parents qui font appel à un don ou à un double don refusent de divulguer ça à leur enfant, même si légalement il a le droit d'y accéder, il n'en saura rien, il ne fera pas la démarche. Donc, il y a vraiment cette nécessité de comprendre que pour le développement Oui. psycho-affectif de cet enfant et son équilibre pour sa vie entière, il ne faut pas faire de secret. Parce que dans cette dernière partie, je suis en train de regarder en même temps ce que là, cette dernière partie dont je parle, c'est vrai, elle arrive à la fin, en fait, du livre. Elle est essentielle et moi, elle m'a beaucoup happée aussi sur ce questionnement. C'est pas le cœur du sujet, mais ça l'est en même temps, parce qu'on sait que la PMA, elle est ouverte aux couples hétéros, aux couples de femmes aussi, monoparentales et pour le coup, ça questionne aussi la question, de la paternité et voilà, ce sont des questions que tu laisses, aussi, ouvertes, mais elles sont posées et je trouve qu'on en parle aussi, trop peu. On a peut-être peur d'en parler parce que c'est encore récent, dans une société qui peut-être nous donne qu'une seule vision, qu'un seul chemin, mais à travers tout ce que tu décris, en fait, dans le livre, poser ces questions à la fin, je trouve que ça nous donne quand même, certaines pistes de réflexion et ça, je trouve que ça mène aussi à notre éveil sur, le parcours de la PMA ouvert potentiellement aussi à tous, et sur aussi, mine de rien, les enfants de demain qui vont naître, de ces parcours-là et pour moi, c'est vraiment important de cette façon dont tu l'as construit, de terminer sur, l'enfant qui est mine de rien au cœur, de ce sujet et je voulais aussi te poser cette question sur est-ce que tu as une vision sur comment est perçue l'hypnose à travers, les autres pays? Est-ce que tu as une perception ou des retours, je sais pas, sur d'autres pays qui pourraient en tout cas intégrer l'hypnose dans les parcours PMA? Alors, il semblerait qu'en Autriche, en Suisse et en Allemagne, on Ouais, fasse de l'hypnose en centre de PMA au ouais, moment du transfert. Et là, pour le coup, j'ai trouvé une étude qui a été menée sur l'impact de l'hypnose sur l'implantation embryonnaire en PMA
avec 2 groupes de femmes, l'une qui a reçu de l'hypnose au moment du transfert et l'autre non. Et il y avait, je crois, un différentiel de 30 de grossesse en plus chez les femmes qui avaient reçu une séance d'hypnose. Ils expliquent ça par le fait que l'hypnose apaisant le système nerveux Ouais. favorise une moindre contractilité utérine. Et donc là, il y a des pays effectivement qui ont intégré l'hypnose au processus de PMA, ce qui est absolument formidable. Donc je pense qu'on aurait tout à gagner de faire ça. Ouais. Et pour revenir sur ce que tu me demandais un petit peu, effectivement, je me suis beaucoup attachée dans ce livre à parler des différents types de parentalité, hein, Oui. l'hétéroparentalité, l'homoparentalité, la monoparentalité, puisqu'aujourd'hui, la PMA est accessible à toutes les femmes. Mmh. Et c'est très important. La question, effectivement, du père, la grande question, on est dans une société hétéronormative, de toute façon. Il y a cette histoire vraiment aussi très judéo-chrétienne, hein, puis Oui. voilà, un papa, une maman, etc. Bon, en fait, je crois que l'enjeu essentiel, c'est la question des référentiels. Mmh. Je pense que si le masculin, à l'origine de la création de ce bébé, existe, ne serait-ce que dans la tête de la mère, il y a un donneur. Bah Pourquoi oui. pas? Pour une mère qui fait un enfant toute seule, il y a quelque chose qui existe. Il y a quelque chose à l'origine de ça. Ça, déjà, c'est important. Après, il y a la question de la triangulation de la relation. Dans un couple hétéro, le père va faire fonction un petit peu de séparateur pour défusionner la mère et l'enfant, pour la construction psychique de l'enfant, mais ça se retrouve exactement de la même manière dans un couple de femmes. Donc peut-être l'enjeu des décennies qui viennent, c'est déjà effectivement de prendre conscience que si aujourd'hui on a l'équivalent d'un enfant par classe issu d'une PMA, puisque c'est en moyenne un enfant sur 30 aujourd'hui, Ouais. la fertilité, elle concerne en moyenne un couple sur quatre, donc c'est plus de 3 millions de personnes en France qui sont concernées, donc c'est Ouais. énorme. C'est énorme. Donc il y a une nécessité déjà de lever un peu le tabou autour de ça, d'en parler, de libérer cette parole-là. Et j'aimerais d'ailleurs revenir dire un petit mot sur justement Oui. les pères après, Oui. autour de ça. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose maintenant qui va être de plus en plus présent, puisque la Tout à fait. PMA est accessible à toutes les femmes. Donc, bien sûr, ça implique des délais d'attente très longs et des parcours qui sont complexes, mais il va y avoir de plus en plus de couples de femmes qui ont des enfants. C'était déjà le cas, mais ça se passait d'une manière un petit peu différente. Ouais. Et puis de plus en plus de femmes seules qui vont avoir des bébés. Et je pense que l'enjeu, et c'est un petit peu ce qui est ressorti des interviews que j'ai menées avec de nombreux professionnels, c'est que c'est là où il faut être le plus attentif sur la question de comment ces femmes vont accueillir cet enfant, que Ouais. ça soit pas ou une béquille, ou qui est aussi dans leur entourage du relais pour limiter les difficultés. J'ai interviewé aussi Olivia Barrault, qui est une amie de très longue date et qui a créé l'association Moi et mes enfants à Paris pour les familles monoparentales, Oui. et qui explique à quel point la monoparentalité implique à la fois des difficultés matérielles, Bien sûr. organisationnelles, Mmh. professionnelles, et donc il peut y avoir de la fragilité autour de ça, ce qui n'est pas le cas hein, de toutes les femmes. Il y a des femmes qui font un bébé toutes seules et ça roule, c'est nickel, Mmh. mais parfois il y a de la fragilité. Donc je pense que le point d'attention, il est un petit peu autour de ça, et de pouvoir s'entourer, de se faire épauler, de se faire accompagner, ça peut être important pour effectivement le bien-être de l'enfant, puisque il est au cœur du Mais oui. processus. Voilà. Mmh. Et pour Tu disais revenir, justement aussi sur les pères parce que, pour moi aussi, c'est vraiment important de ne pas les oublier. J'essaye en fait au maximum, même si on est sur un podcast sur la maternité, le papa est enfin le papa ou le donneur ou peu importe, mais en tout cas le masculin, on va dire, est omniprésent pour moi, sans qui on ne pourrait pas, concevoir tout simplement. Donc peut-être, oui, si tu voulais dire quelques mots aussi sur les pères, qu'on ne les oublie pas parce que, c'est vrai que ce travail aussi, l'hypnothérapie, les concerne aussi quand ils se présentent à toi aussi, en couple. Je pense que c'est essentiel aussi, de parler d'eux, de leur proposer cet outil. alors il y a beaucoup à dire sur les hommes. Récemment, j'ai co-animé une conférence avec plusieurs professionnels justement autour de l'infertilité, et la question de l'accompagnement des hommes s'est vraiment posée pour nous Mais oui, tous. mais oui. J'ai jamais eu un homme qui venait en cabinet seul pour une problématique de fertilité. Je reçois des couples de plus en plus, et ça me fait grand plaisir, mais sinon ce sont les femmes qui sont toujours à Ouais. l'origine de ça. Mmh. En réalité, faire un bébé, c'est deux corps, c'est Mmh. deux gamètes, et puis c'est aussi deux inconscients et deux histoires familiales. Oui. C'est deux arbres généalogiques qui se Mmh. rejoignent. Et du coup, dans les enjeux de la fertilité, si on veut bien le regarder sur le plan déjà médical, ça peut être féminin, d'origine féminine, d'origine masculine, ou les deux, ou inexpliqué. En tout Mmh. cas, pour le moment, la médecine n'explique pas
pourquoi le Ouais. couple n'arrive pas à faire d'enfants. Mais il y a aussi tous ces enjeux beaucoup plus profonds, mais qui concernent aussi l'homme. Mmh. Et très souvent, les femmes viennent et portent toute la charge un peu psychique de cet enjeu d'infertilité, alors qu'en réalité, quand on interroge un petit peu ce qui se passe chez leur conjoint, il y a aussi très souvent des histoires familiales compliquées, un rapport au père qui n'est pas évident, ou une relation à la mère qui est complexe, et du coup, le devenir père peut aussi être problématique. Et moi, je rêve que dans les années qui viennent, des hommes viennent seuls consulter pour cette question de la fertilité, de la paternité, un peu comme je reçois de temps en temps des hommes après l'accouchement de leur femme, Oui. qui viennent travailler des choses, mais ça reste encore très minime. Et c'est pour ça que je rêve que cette parole, elle soit vraiment portée pour sortir du tabou. Le problème, c'est que de façon très archaïque, infertilité, en tout cas pour un homme, veut dire impuissance. Oui. Alors qu'il n'y a aucune corrélation entre la sexualité, la virilité et la fertilité. Non. On est sur des domaines complètement différents. Il se trouve qu'aujourd'hui, en l'espace de 50 ans, on a vu diminuer de 50% la qualité spermatique. Oui. Au même titre qu'il y a une baisse de la réserve ovarienne, on a vraiment une infertilité masculine de plus en plus prononcée, perturbateurs endocriniens, Ouais. etc. Et du coup, il va être temps d'en parler aussi, et Mmh. donc de les impliquer de la même manière. Le problème, c'est que, quelle que soit l'origine de l'infertilité, quand elle est médicale par exemple, c'est de toute façon le corps de la femme qui va recevoir tous les traitements. Ça peut générer de la culpabilité de la part des hommes qui vont faire un peu ce qu'ils peuvent pour soutenir, mais du coup, il y a une très très grosse charge physique, psychique, mentale chez les femmes autour de ça. Mais je pense que ce serait vraiment précieux qu'on implique beaucoup plus les hommes qui parfois se vivent uniquement comme des pourvoyeurs de sperme en fait, Oui. alors qu'en réalité c'est beaucoup plus Bien que ça. plus. Bien Et il faut pas plus. oublier que quand on fait un bébé, c'est voilà, c'est deux histoires qui se rencontrent et les deux ont besoin d'être explorées, je pense. Donc tout ça, effectivement, je veux pas dévoiler en fait, le contenu, du livre. L'idée là, c'est vraiment de susciter l'intérêt et on a déjà brassé en tout cas plusieurs sujets thématiques et tu viens de le dire aussi. C'est vrai que c'était une partie aussi qui m'avait beaucoup, touchée, celle du rapport à la mère, du rapport au père, dans cette déconstruction et dans ces schémas aussi inconscients qu'on peut avoir et ça, j'ai trouvé ça aussi, hyper pertinent et important. Donc tout ça en fait, vous pourrez le trouver en fait, dans l'ouvrage de Carine. Comment on peut se le procurer ton ouvrage Carine? Et où? Et quel est l'appel aussi peut-être que tu souhaiterais, faire s'il y en a qui sont intéressés? C'est ce que je te disais tout à l'heure, juste avant qu'on enregistre. C'est un ouvrage que moi je vois dans les salles d'attente, à la fois de thérapeutes, de professionnels, à la maternité, chez les sages-femmes. Vraiment, où est-ce que tu souhaiterais le voir et où est-ce qu'on peut se le procurer? Alors c'est un ouvrage qu'on peut se procurer dans n'importe quelle librairie, Ouais. soit il est présent, soit il peut être commandé, et qui peut également être commandé en ligne hein, sur Oui. tous les sites, voilà, soit chez les éditions du Dauphin dont il est issu, soit sur le site de la FNAC, sur Amazon ou autre, enfin voilà, on peut le trouver un peu partout. Moi, je rêve effectivement que ce livre puisse passer dans les mains bah, des personnes qui sont en processus de PMA ou même des personnes qui s'interrogent sur leur désir d'enfant. Et après, effectivement, chez les professionnels, je rêverais qu'ils soient en centre de PMA. Je Mmh. rêverais que des gynécos puissent le conseiller à leurs patientes. Euh, voilà, dans ce monde idéal, je l'ai écrit pour qu'il puisse à la fois porter de l'espoir, ouvrir des pistes de réflexion et qui puissent réellement aider les personnes qui sont confrontées à ça et peut-être aussi certains professionnels qui ont envie d'avoir une autre vision de l'infertilité et je rêve qu'ils voilà, qu'ils puissent apporter cette petite goutte d'eau là dans cet océan de Mmh. prise en charge de la PMA pour aider les personnes qui sont dans ces parcours qui sont très longs et très traumatiques. Donc, euh, donc voilà, si j'ai un appel à lancer, c'est Mais oui, bah, oui, oui, n'hésitez pas on va à en tout faire parler pour autour en de tout vous, cas. si ça vous En parle. parler aussi, en parler, c'est vrai, le bouche à oreille, le réseau aussi et de toute façon, toutes les informations donc sur ce livre, vous les retrouverez en description de cet épisode. Carine, peut-être, tu en as dit beaucoup, des messages, à la fois dans le livre et là, lors de notre échange. Quel est le message de fin que tu souhaiterais, livrer, aux personnes, je dis aux personnes, aux femmes, aux mères et aux professionnels qui nous écoutent? Le message, écoute, je pourrais seulement leur dire que, dès lors qu'on a envie d'avoir un enfant, je pense que c'est important, de s'interroger sur nous-mêmes. On va avoir la responsabilité d'un être
Et je pense que plus on libère des choses ou des nœuds en nous, plus on sera en capacité d'aider à bien grandir cet ou ces enfants-là. Voilà, c'est principalement ça. Et puis peut-être aussi d'inviter en tout cas les jeunes générations, et ça c'est vraiment le message, je pense qu'on doit tous transmettre en tant que professionnels, à pas trop attendre si la grossesse se fait attendre justement. Parce qu'aujourd'hui, avec cette baisse vraiment globale de la Mmh. fertilité, il est vraiment conseillé après 1 an d'essai de rapports sexuels réguliers non protégés pendant voilà, de consulter, et après 35 ans de consulter au bout de 6 mois pour Mmh. éviter de perdre du temps, parce que l'enjeu vraiment du temps et l'enjeu du corps est essentiel, et peut-être que s'il y a cette prise de conscience de pas trop attendre, ça pourra aider. On a beaucoup trop de messages envoyés par les réseaux de femmes qui ont eu très tardivement des Mmh. enfants, même après 50 ans. En Ouais. réalité, il y a une réalité physique contre laquelle on ne peut pas lutter. Et je pense que plus on a conscience de ça, plus on met ses chances de son côté. Mmh. Merci beaucoup Karine. Vraiment, je suis très touchée par la femme que tu es, au-delà de la professionnelle. On l'a vu, d'une grande qualité, tu es extrêmement lumineuse et on a vraiment besoin de personnes, comme toi, en tout cas avec cette vision, qui est sourcée, qui est riche, et voilà, vraiment merci encore une fois du fond du cœur de m'avoir permis, cet éveil aussi pour moi et je suis vraiment encore une fois honorée de pouvoir transmettre et Dieu sait que je vais en parler, de cet ouvrage. J'en parlais encore la dernière fois au moment où tu m'as envoyé un message, j'étais encore en train d'en parler. Donc vraiment merci du fond du cœur de m'avoir choisie et heu et n'hésitez pas, si vous-même, vous avez des questions à la suite de cet épisode, et ben, à vous diriger, sur, le compte Instagram de Karine, que je vais vous partager aussi la référence. Tu as un site internet aussi, Oui, j'ai un Karine? site internet, et s'il y a des questions, on peut me Voilà, contacter par mail également, hein, voilà. et La localisation de ton cabinet, je l'ai peut-être pas alors, mentionné. j'exerce dans les Hauts-de-France, je suis en région lilloise. Je Oui, travaille aussi beaucoup en visio, à distance, voilà. et il est question que dans l'année qui vient, je déménage dans le sud-ouest, donc Ah! ça va bouger, mais je travaille beaucoup à distance. Et je voulais aussi D'accord. vraiment te remercier du fond du cœur de ton accueil et de ce moment de partage, et Mmh. puis de voilà, l'accueil que tu as réservé à ce livre. Je suis hyper touchée, et vraiment Merci merci. Karine. Merci Karine, vraiment, on pourrait en parler pendant des heures, hein. Moi, ça me passionne, mais l'idée, c'est d'aller acheter le livre et de lire le contenu. Je pense en tout cas que tu as bien, suscité l'intérêt. Merci encore Karine et à bientôt et merci pour ta confiance. Merci à toi. Mama, merci pour ta fidélité et ton écoute si précieuse pour moi et toutes les mamas auditrices. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker mon podcast, mais aussi à t'abonner à mon compte Instagram Mamel le podcast pour y retrouver les moments phares des épisodes et bien plus. Mamel, c'est aussi un site internet, mamel.fr, où tu retrouveras des informations précises sur les différentes façons d'incarner sa maternité, mais aussi une boutique en ligne où tu pourras t'offrir ou offrir un coffret envoûtant, original, avec des trésors venus d'ici et d'ailleurs. Alors n'hésite pas à parler de Mamel autour de toi. Cet épisode est terminé. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode, mais en attendant de se retrouver, maman n'oublie pas, ta maternité t'appartient. Elle est un univers aussi merveilleux que le monde à explorer.